Jean-Paul Leroux. Bonsoir, Président. Bonsoir, Carly. Vous avez revêtu une tenue traditionnelle, tenue de chasseur, j'ai l'impression. Oh non, ce n'est pas une tenue de chasseur, c'est une tenue qui se porte sur les jeunes Sénoufo. C'est une tenue qui est faite de coton et puis tout est bio. Même la teinture, il n'y a pas de produits chimiques, c'est sort de la terre, tout ce qui est là. C'est pas mon jeune frère, l'ancien bon Koulibaly qui va me dire le contraire, lui-même qui était un fils de cette région, de la région des Sénoufo, du nord de la côte. Ils sont très écolos au nord, j'ai l'impression, puisqu'il y a du bio. J'espère qu'il aura l'occasion de m'expliquer la signification de cet oiseau qui est sur ma tenue que j'arbore avec fierté. Et c'est en cette période d'été, c'est très ventilé quand on marche à Paris. Il y a du vent qui passe et c'est agréable à porter. Ce sera mon style de l'été. J'informe encore une fois, j'invite encore une fois tous les stylistes, tous les designers ivoiriens africains qui sont prêts à m'habiller, habillez-moi et je ferai votre publicité sur ce plateau avec beaucoup d'honneur et de privilèges. Bon, merci Président. Bonsoir Lancine. Bonsoir Carly. Bienvenue. Je suis là. Je suis bien habillé. Merci. Félicitations pour ton mariage. Je n'ai pas été invité, je te l'ai dit. Bon, l'information est passée. Mais pour la compris. Il voulait égaliser. Bonsoir ça. Bonsoir Carly. Vêtu du maillot des éléphants. Oui. Effectivement, je l'ai mis en hommage aussi au déguerpi. Et puis, suite à cela, effectivement, on a vu un élan aussi des partis de l'opposition comme parti au pouvoir avec ces photos que nous avions appréciées sur la toile du président du PDC-IRDA, y compris Mme Kandia Camara et l'ASPR, comme il parlait du PDC Noufo. Et à Salfo aussi, du Magic System, bras dessous. Donc, au-delà des déguerpissements, les Ivoiriens peuvent se réconcilier autour du ballon rond. Voilà. Bonsoir, Norvège. Bonsoir, Carly. Précision quand même, c'est pas exactement le même maillot. C'est pas la même taille, parce que le président Thiam, c'était plutôt XXL. Hein. Ah, vous connaissez bien la taille du président Thiam. Hein. Bah, enfin, c'est ce qui m'a paru. Moi, je trouvais qu'il le portait bien. J'ai pas dit que Toumblon ne le porte pas bien, au contraire. Non. Après, c'est pas le même gabarit, en tout cas. Non, ça c'est clair. C'est pas le même gabarit, donc c'est normal. Mais bon, en tout cas, c'était. Maintenant, je vois pas très bien le rapport avec les déguerpis, mais tu vas m'expliquer ça peut-être. Ah oui, avec plaisir. Bon, on va saluer les autres d'abord. On va saluer les autres, bien sûr. Attendez. Maître Kakou, bonsoir. Bonsoir, Carly. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Maître Kakou. Bonsoir, Carly. Bonsoir tout le monde. On vous entend pas. Ah. C'est mieux? Voilà. Le direct est attaqué par... Non, c'est de votre côté, parce que moi, j'entends bien. Ah non, on n'entend pas, mais lui n'a pas de on n'entend pas Maître Kakou dans ce cas. Bon, on va saluer Jean-Yves. Bonsoir Jean-Yves. Oui, bonsoir à tous. Maître Kakou retrouve son micro et sa cravate aussi. Non, sa cravate, c'est moi qui l'ai. Il ne peut pas la... Il faut le rendre. Bon, ben, c'est un avocat quand même. En fait de meubles, possession, vos titres. Bon. Vérifiez auprès de Maître Kakou. Alors, politique, messieurs, avec un sujet qu'on devait aborder lors de la précédente émission, mais on n'a pas eu le temps. Donc, on va le traiter aujourd'hui. On a appris par nos confrères de Jeune Afrique que Awadou Melo, radié du PPACI en mai dernier, a préparé activement depuis Moscou la création d'une formation politique. Président Jean-Paul Leroux, quel est votre regard sur ce projet de l'ex-candidat à la présidentielle? D'abord, on me dit enfin, Awadou Melo assume sa rupture avec Laurent Gbagbo et le PPACI. Il fallait, parce que depuis un moment, je reste militant de base, je reste ici, je reste accroché aux idées de Gbagbo, on a partagé les mêmes idées. Bon, sortons de cette vaste hypocrisie, et puis il assume la rupture, et il se met dans une dynamique de créer lui-même sa propre formation, son mouvement politique, et puis voilà, il tentera sa chance auprès des Ivoiriens, il ira auprès des Ivoiriens pour conquérir leur cœur et leurs esprits autour de son idée, autour de son parti politique. En ce moment, on verra véritablement ce que Awadou Melo peut peser sans Laurent Gbagbo, peut peser sans l'image de Laurent Gbagbo, et voilà, on verra ce que ça donne. Mais pour moi, aujourd'hui, franchement, je me réjouis de sa volonté, ou du moins de sa volonté d'assumer sa rupture avec Laurent Gbagbo. C'est aussi clair, c'est aussi net, et puis voilà, on verra ce que la suite donne. Merci.
Bien, il faut dire que Awa Dombello est un vétéran donc, de la vie politique de gauche en Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est véritablement le plus gros pari de sa carrière là, que nous sommes en train de voir. J'espère qu'il sera à la hauteur de ses ambitions, de ses aspirations. Puis voilà, on lui souhaite bon vent. Ça participe donc à la pluralité des opinions. On espère juste qu'Awa Dombello réussira donc ce pari-là. Bon, écoutez, pour moi, j'étais pas vraiment surpris. Après, c'est vrai que cette annonce-là faite par Jeune Afrique est peut-être quelque chose de nouveau. C'est pas la première fois. Awa Dombello avait déjà créé son mouvement FP Renaissance. Voilà, dans le temps, donc il s'était déjà dissocié avec des idées qui étaient plus nationalistes que le Front populaire ivoirien de l'époque. Et aussi, il y a cette dernière expérience qui a eu lieu en fait en octobre 2025. Parce que Dombello s'était présenté sous la bannière du PPACI. Il avait déjà annoncé ses idées nationalistes. Donc, effectivement, c'est un coup de com'. Mais qu'est-ce que Dombello, franchement, représentera aujourd'hui sur le terrain avec un parti politique nouveau? Je ne vois pas grand-chose. Bon, aujourd'hui, c'est affirmé, c'est confirmé, mais bon, sans plus, quoi, pour moi. Norbert. Qu'est-ce qu'il représente? On l'a vu au premier tour d'élection présidentielle en 2025. Le chiffre est là. Et il parle de lui-même. Je souligne que Jean-Paul Auroux a commencé son édito en disant « Enfin ». Enfin, le président Auroux attendait cette création avec beaucoup d'impatience. Et je m'interroge sur les motivations du président Auroux. Enfin, la gauche est bien divisée. C'est ça que tu voulais dire? Tu nous le préciseras. Maintenant, je voulais juste ajouter un petit commentaire concernant cette création ou ce chantier. Parce que, oui, c'est pas encore acté. Oui, exactement. La chose la plus importante à mes yeux, c'est que c'est quelque chose de plus subi que voulu. Je pense. Je pense que c'est une création subie et qui est une conséquence de 2025. Laquelle conséquence remonte à une décision de 2023. Parce qu'en fait, c'est depuis 2023 qu'il envisageait de faire ce qu'il a fait. Et après, comme lorsqu'il y a... Des créations politiques depuis 2023 Moi, sans entrer dans trop de détails indiscrets, je le lui avais dit en tête-à-tête en 2023, en lui disant « tu vas faire ça, et si tu fais ça... franchement, tu commettras l'irréparable. » Parce que, et moi je trouvais ça absurde, parce que lui avais-je dit à l'époque, il démentira peut-être, mais je vous le dis que c'est vrai, je lui ai dit, tu n'as pas le même chronogramme que les générations précédentes, et notamment que le président Gbagbo. Donc tu peux attendre. Non, j'ai l'impression que je ne suis pas très clair, alors je vais essayer de l'être un peu plus. Je dis qu'il y a le président Gbagbo et autour du président Gbagbo, il y a de légitimes ambitions qui se manifestent pas feutrées. Et je pourrais citer plein de noms, ce que je ne ferai pas, parce qu'il suffit de lâcher un nom en pâture et c'est lui porter préjudice. Ce sont des gens que j'aime beaucoup et qui, pour la plupart, sont des gens qui ont la stature d'homme d'État. Ce qui est le cas de Awa Dombello. Il n'était pas le seul. Mais les autres, ils se sont tus. Ils ont respecté la discipline du parti, pas lui. Donc il voulait le faire. Et il l'a fait, il s'est présenté. Comment a-t-il fait pour avoir ses parrainages? Le mystère est entier. Il m'a donné des explications auxquelles je n'ai pas porté crédit du tout. Le résultat, on l'a vu. Et puis ensuite, il a été exclu du parti. Et maintenant, on nous dit qu'il va bâtir un parti. Donc, souverainiste, c'est le terme. Oui, je pense que c'est sous la pression des événements qu'il a lui-même déclenché de manière initiale. Sans se rendre compte, petite cause, grands effets. Il est obligé de faire ça. Il subit les événements plus qu'il ne les dirige. Jean-Yves. Oui. En fait,
pour moi, le parti, la création de ce nouveau parti-là naît sous une base qui, pour moi, ne tient pas. Parce que, déjà, je pense qu'Awa Dombello, il n'était pas, en fait, la divergence n'était pas stratégique avec le PPACI. Voilà. Stratégiquement, ils étaient plus ou moins alignés. Voilà, parce qu'au départ, ils étaient tous d'accord que le président Laurent Gbagbo devait être le candidat, quelle que soit la situation. Et plus les jours ont passé, Awa Dombello, à un moment donné, il s'est dit que tactiquement, il essayait de réajuster la stratégie. Donc, il est passé de la stratégie à la tactique. Donc, moi, je pense que la naissance de ce parti-là est partie sous une base tactique. Et pour moi, c'est-à-dire créer un parti c'est-à-dire sous une base, comme je le disais, tactique, moi, ça ne tient pas parce que la tactique, c'est une solution à court terme. Mais la solution à long terme, ils étaient tous d'accord là-dessus. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui va appeler dans son... Qu'est-ce qui va, je veux dire, emmener dans son parti là? On nous dit que il a commencé par recruter les rejetés du PPACI. Ok, mais quand on va au-delà des rejetés du PPACI, qu'est-ce qu'il peut encore? Je ne vois pas d'autres, je veux dire d'autres militants ou même du moins d'autres personnes qu'il pourra. Donc aujourd'hui, c'est forcément le PPACI qui fera son marché. Mais aujourd'hui, le PPACI aussi est parti sous une base de vraiment consolider, de vraiment faire entrer dans les rangs tout, avoir une base plus ou moins très, très, très disciplinée. Donc, ceux qui sont indisciplinés sont sortis du parti. Aujourd'hui, ceux qui sont restés au sein du PPACI veulent vraiment avancer sous cette discipline-là. Donc, moi, ça sera compliqué pour avoir Dombello de pouvoir, grandir même avec son parti-là, parce que la base sur laquelle il est parti, c'est une base qui déjà ne tient pas. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un second temps, je pense que lorsqu'on veut créer un parti politique, il faut aussi, être un exemple. Awa Dombello, il quitte le PPACI parce qu'il n'a pas accepté les décisions des instances du parti. Dans un parti, il y a plusieurs instances qui prennent les décisions. Awa Dombello a estimé que lui, Awa Dombello, il avait raison sur, c'est-à-dire la majorité. La majorité a décidé, la majorité a choisi. À un moment donné, il faut se conformer à cette majorité. Lorsqu'on décide de ne pas se conformer, qu'on va, c'est-à-dire on est indiscipliné, quelque part, quel message on envoie dans le nouveau parti qu'on va créer? Parce que si Awa Dombello crée son parti aujourd'hui, lorsqu'il y aura quelqu'un aussi qui ne sera pas d'accord avec les décisions du parti qui seront prises, il est rentré sous une base, sous une base qui est force, c'est-à-dire l'indiscipline. Donc lui aussi, il pourra aussi sortir pour aller aussi créer son parti. Ou bien même, lorsque Awa Dombello au sein de lui-même son propre parti, il aura la minorité, qu'est-ce qu'il fera? Est-ce qu'il va obliger les gens à adopter sa stratégie, ou bien il va aussi quitter son parti pour aller créer un nouveau parti? Voilà, donc il y a tout ça qu'il faut revoir. Donc moi je pense que les gens ne sont pas, quand ils vont regarder, c'est-à-dire la base sur laquelle Awa Dombello est parti, ils verront que, c'est quelque chose qui ne sera pas tenable. Et Insan l'a dit, il a commencé par FPI Renaissance. Il l'avait fait par le passé. Il est revenu au FPI. Donc pour moi, je pense que c'est un peu des caprices. Là, il a commencé. Ça ne va pas, à moins que si ça aboutit, ça ne va pas tenir. Sinon, pour moi, même, ça ne va pas aboutir. Maître Kakou, attendez, Maître Kakou. Je remets son attente. Oui, bonjour Carly, vous m'entendez? Très bien. Très bien. Alors, effectivement, pour faire écho à ce que disait Jean-Yves. Jean-Yves nous dit que M. Dombello a adopté une stratégie foireuse. Avant d'y répondre, je rejoins Norbert qui dit qu'effectivement, c'est une stratégie subie. Stratégie subie pour la seule et bonne raison qu'ici, elle procède donc de son éviction du PPACI. M. Dombello, on l'a vu, il a fait le choix aujourd'hui de rester durablement dans le marigot politique. Et aujourd'hui, il était indispensable pour lui de se projeter en disposant d'un appareil, à défaut de pouvoir donc se revendiquer du PPACI. Son éviction, d'abord, avant d'aller un peu plus loin, puisque tout part de là, finalement. Tout part de là et tout part de cette stratégie dont Jean-Yves parle. 2023, le PPACI décide d'avoir un candidat qui est Laurent Gbagbo, et puis derrière, M. Dombello, en 2025, conteste ce choix-là parce qu'il estime que c'est une voie sans issue. Moi, je voudrais, avant même de questionner l'issue de la création de ce parti politique, Jean-Yves, te poser la question de savoir, est-ce qu'il a eu tort d'avoir cette stratégie-là, de l'adopter? Je ne pense pas. Je ne pense pas pour plusieurs raisons, parce qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a à peu près 2000 personnes qui sont en prison.
parce que ces 2000 personnes ont fait le choix de la contestation. Et aujourd'hui, on a des initiatives tendant à leur remise en liberté. Ce qui veut dire que dans ces initiatives qui incluent des négociations, parce que ça ne passera pas par la force armée, on va discuter avec un régime et un pouvoir qu'on ne reconnaît pas. Donc, M. Dambello, qui a fait l'économie de ces privations de liberté totalement injustifiées à bien des titres, j'en connais notamment dans mon village natal qui sont en détention sans n'avoir rien fait. Il y a des détentions injustifiées qu'on aurait pu éviter en allant faire de la politique autrement. C'était son choix, c'est assumé. Il a fait à peu près 90 000 voix à ces élections. Il a eu ses parrainages, contrairement à ce que Norbert nous dit aujourd'hui. Il a eu ses parrainages. Et puis aujourd'hui, il se projette vers l'avenir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en lançant un parti souverainiste, il ne veut pas que surfer autour du PPACI. Il est conscient aujourd'hui qu'il y a une jeunesse africaine qui est très réceptive au discours de la souveraineté. Il a eu l'occasion de faire une très belle campagne présidentielle, quoi qu'on en dise, et il veut capitaliser sur la sympathie que ces propositions ont pu susciter auprès de cette jeunesse-là. Plus récemment, on a donc ce fonds que le gouvernement a entendu mettre en place et qu'il avait rebaptisé lui-même à sa sauce et développé assez exhaustivement lors de sa campagne. C'est autant d'éléments qui lui permettront aujourd'hui de se projeter et d'aller à la conquête des suffrages des Ivoiriens. Après, est-ce que c'est dans une gauche divisée que M. Awa Dambello réussira en 5 ans à se faire donc une place et à conquérir en 2030 le pouvoir? Tout est à voir, mais en l'état, je ne pars pas du principe que sa stratégie de se dissocier du PPACI en 2025 soit plus mauvaise et qu'aujourd'hui, on puisse dire à 100% qu'il va droit dans le mur. Mais la question qui se pose, messieurs, et merci beaucoup Duplex là-bas, c'est la capacité aussi à mobiliser un parti politique. C'est ça. Est-ce qu'il peut rassembler au-delà de son socle? Est-ce que je peux répondre à Je reviens vers vous après. Déjà, moi, j'aimerais aller un peu plus loin. Je veux dire qu'aujourd'hui, nous, l'opposition, notre objectif, je pense pour moi en tout cas, l'objectif n'est pas de désunir encore plus qu'elle n'est aujourd'hui les membres de l'opposition. L'objectif est de rassembler au maximum des personnes de l'opposition, qu'elles aient un précédent, qu'elles aient un mauvais passé ou pas. Mon objectif, ce n'est pas ça. Je pense que c'est même une doléance que je fais à notre jeunesse, Côte d'Ivoire, les jeunes sur Internet, etc. L'idée n'est pas de regarder l'actualité politique actuelle ou encore ce qui s'est passé dans les mois précédents pour venir parler des personnages. L'idée est de s'intéresser à l'histoire de ceux-là qui ont fait la politique en Côte d'Ivoire. J'ai commencé mes propos sur Awa Dambello parce que c'est un vétéran. Awa Dambello, c'est vrai que les jeunes sur les réseaux sociaux le critiquent, oui, il est un traître, etc. Il a même dit, le président, qu'il assume aujourd'hui. Mais je pense qu'Awa Dambello est plus que ça, plus que ce qu'on décrit. Awa Dambello, dans les années 80, était en France, a connu le président Laurent Gbagbo. Il a fait partie donc de la construction du FPI en France. Ils sont allés en Côte d'Ivoire. On dit tout le temps que le président Laurent Gbagbo est celui-là qui a permis la démocratisation ou la démocratie en Côte d'Ivoire, donc combattu le parti unique, etc. Mais Awa Dambello fait partie de ceux-là qui étaient avec le président Laurent Gbagbo. C'est le passé aujourd'hui? Non, c'est le passé, oui, mais le passé, en fait, c'est pas, on ne se base pas sur le présent d'une personne pour définir cette personne. Le passé d'une personne compte. C'est le passé que tu as eu qui a fait de toi qui tu es aujourd'hui. Et je pense qu'on ne peut pas réduire une personne à son présent et oublier son passé. Il a parlé de renaissance. Je suis d'accord avec le principe. Mais on doit apprendre à accepter les divergences d'opinion au sein des partis politiques. Mais ce parti ne vient que diviser plus la chose. Non, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Donc, il peut rassembler. Voilà. En fait, l'idée est de comprendre que l'unité peut se faire dans la diversité. Ce n'est pas parce qu'on est tous de gauche qu'on est obligé en fait de parler le même langage. On peut avoir une même vision et avancer à des troupes séparées, tout simplement. Ouais. Aujourd'hui, Awa Dambello est un vétéran en ce qui concerne la vie politique en Côte d'Ivoire. Il a quitté le FPI à la base dû à quoi? Parce que oui, il a créé la Renaissance, mais il a créé la Renaissance. Mais justement, avec l'alliance avec le RDR, il n'était pas d'accord avec ce principe-là. C'est plus un homme de conviction qu'un homme de parti. Je suis d'accord sur ce principe. Peut-être que Awa Dambello aujourd'hui ne
comment dire, ne peut paraître indiscipliné, mais c'est un homme de conviction. À cause de l'alliance avec le RDR, il n'était pas d'accord, il parlait de souveraineté, etc. Il s'est retiré il s'est donc fâché contre la direction, il s'est retiré, il a créé la Renaissance. Par la suite, quand les idées se sont rejointes, il est revenu au PDCI, au FPI. Par la suite, on parle de 2025. C'est la même chose qui s'est produite, c'est que Awa Dombelo s'est dit, et je suis d'accord avec l'avocat, sur ce principe-là, sur cette partie-là, Awa Dombelo, bon pas totalement, mais Awa Dombelo aujourd'hui n'était pas d'accord avec la politique de la chaise vide. Ses discours étaient, je les ai écoutés, je lui ai parlé. Il ne dit pas qu'il veut prendre la place du président Laurent Gbagbo. Il dit que la stratégie adoptée par le PPACI est restant ou la stratégie de la chaise vide et qui n'était pas d'accord avec ce principe. Donc lui, il pense qu'on doit essayer, bien qu'on sache que les élections, enfin bien qu'on se dise et qu'on sache que les élections sont truquées, etc. Lui, il pense qu'on doit quand même conquérir. La direction du parti estime que non, on ne doit pas participer. Ok, moi je participe. Si je l'emporte, je pense, on dit qu'on est dans une logique d'unir la gauche, donc l'objectif c'est d'unir la gauche. Si je l'emporte pour la gauche. Si je ne l'emporte pas, au moins vous l'emporterez, mais entre une stratégie qui risque de ne pas aboutir et une stratégie et deux stratégies qui donc l'une peut aboutir, l'autre ne peut ne pas aboutir, mais au moins on essaie, on met plusieurs cordes dans notre arc pour essayer d'affronter celui-là qui est aujourd'hui un problème qui a déguerpi les gens en Côte d'Ivoire et dont on s'emporte fièrement le maillot pour, n'est-ce pas, pour faire honneur à ces gens-là. Je veux dire que toutes les stratégies sont bonnes aujourd'hui. Oui, ça peut s'appeler la dispersion, mais il faut qu'on garde une chose en tête, c'est qu'il faut s'intéresser à l'histoire de nos hommes politiques et il ne faut pas confondre divergence et puis conflit, séparation. Awa Dombelo est un homme de conviction plus qu'un homme de parti, mais c'est un homme et c'est un vétéran. Et c'est juste une analyse. Je ne le défends pas. Parce que ça ne veut pas dire que je suis musulman. Vraiment, bon, je ne vais pas revenir sur ce que M. Lansine vient de dire, Lansine Mounkoulibaly vient de dire, mais franchement, réduit Awa Dombelo à ces événements de 2025. Mais non, c'est quoi ça? Tu fais espérer ou bien? Tout le monde sait que Awa Dombelo, c'est l'un des compagnons de Laurent Gbagbo depuis les années 80. C'est moi qui dis ça? Je ne te dis pas ça, mais tu fais exprès. Tu connais mes relations avec Dombelo? Toi-même, tu sais. Alors justement, tu sais. Tu ne peux pas me soupçonner de ça? Non, je te soupçonne de voiler une partie de la vie de ce monsieur au plan politique. Exprès, juste parce qu'aujourd'hui, tu es un proxy de la babosphère. Non, ce n'est pas correct. Oui. Ah bon? Oui, depuis tes années, RFI. Ah bon, alors ça ne fait pas aujourd'hui quand même. Quand je dis aujourd'hui, en termes de temporalité, c'est-à-dire dans le présent. Oui. Mais regardez un homme comme Dombelo, qui a fait ce qu'il a fait. Il vient de le dire. Ce n'est pas un homme d'appareil, c'est un homme de conviction. Il rentre dans la rupture avec le FPI parce que le FPI rentre dans une alliance avec le RDR que lui jugeait comme un parti impérialiste. Eux, hommes de gauche, ne peuvent pas s'allier à ça. Il sort. Mais ce n'est pas à ce moment-là que le mouvement Renaissance est né. Le mouvement de Renaissance était courant au sein du FPI. Et quand les choses se produisent ainsi, il sort et il part avec ce mouvement qui transforme en mouvement politique, mais le courant reste. Il reste toujours en accord avec les idées fondatrices du Front populaire ivoirien. Donc, quand le Front populaire ivoirien se détache du RDR, naturellement, ce qui avait fait qu'il était parti du FPI, là, si c'est arrivé, il revient. Et puis pour revenir, il dit que c'est subi ou bien que Dombelo... Est-ce qu'il peut rassembler au-delà de son socle de soutien? Non, franchement, moi, quand ils disent non, c'est sûr. Vous savez d'où vient le RDR? Le RDR vient du PDCI. En 1994, c'est parce que certains militants du PDCI ont été frustrés à un congrès du PDCI qui sont sortis et puis ils sont allés créer le RDR. Ça empêche le RDR d'être au pouvoir aujourd'hui? Absolument pas. Non. Pourquoi aujourd'hui, Awa Dombelo, qui pose une situation qui est claire. Il n'a pas dit, il n'a pas contesté Laurent Gbagbo. Il dit, président, là où on s'en va là, si ta candidature n'est pas retenue là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la politique de la chaise vide peut être productive? Visiblement non. Si ce n'est pas le cas, mettons en place ce qu'on peut appeler
des candidatures de précaution. Il était même minorité. Ce n'est pas ça le problème. Il ne s'agit pas de la minorité. La question, le sujet est simple. Parce que c'est ce que je dis. Ce n'est pas parce qu'on a été mis en minorité. Voilà pourquoi je donne l'exemple du RDR. Ceux qui pensent qu'aujourd'hui, là, c'est subi, là, il ne va rien devenir. Il ne va pas avoir avenir, là. Le RDR, là, en 1994, il est sorti du PDCI. Non, même destin pour Domelo aussi, président. Je ne dis pas même destin. Je suis en train de poser une illustration pour que les logiques et les théories qui sont en train d'être produites sur ce plateau leur disent que ces théories-là ne sont pas, sont discutables. Voilà un parti aujourd'hui qui est au pouvoir depuis plus de 15 ans dans ce pays, la Côte d'Ivoire, qui est sorti d'un autre parti politique lié à une frustration. C'est de ça que je parle. Et est-ce que c'est que... Je vais finir vite fait. Parler de Awa Domelo, stratégie foireuse, franchement, c'est pas à ce monsieur-là qu'on va parler de c'est une stratégie foireuse. Toi, Norbert, tu parles de 2023, parce que tu sais cette histoire. Dès le départ, avant même le congrès, avant même la convention, tu sais que Domelo, déjà à cette période, il avait posé la question de candidature multiple au sein du PPACI. Tu le sais. Vous en avez parlé. Aujourd'hui, tu vas venir faire, tu donnes une partie de l'histoire, tu ne donnes pas toute l'histoire. Tu sais que Awa Domelo a été reçu par le président Laurent Gbagbo 2 fois. Je vais finir de te donner l'histoire que tu ne veux pas donner. Je vais te donner l'histoire que tu ne veux pas donner. Laurent Gbagbo l'a reçu par 2 fois. Après la convention, par 2 fois. Et quand il est sorti, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une chose. Il dit oui, j'ai rencontré le président Laurent Gbagbo. Il est le candidat. Nous avons eu un bon accord. Un bon accord. Tu continues à répéter ça, tu es persuadé que Laurent Gbagbo lui a passé le témoin. Je n'ai pas dit ça. Mais si tu le penses, évidemment, c'est ça que ça veut dire. Ce que je pense, je le dis. Alors, bon, que penses-tu? Ce que je pense, je le dis. Oui, président. Non, ça veut dire qu'il y a eu un bon accord. Il a fait ses publications sur la page officielle du front du PPACI. Et tu le sais. Oui. Pourquoi ça, là, tu n'expliques pas? Les sous-titres. Un bon accord, ça voulait dire quoi, selon toi? Tu ne le dis pas. Parce que tu veux développer un autre narratif pour présenter ce monsieur comme quelqu'un qui... On peut parler du futur, monsieur. Non, je finis maintenant. Pour venir sur la question de souverainisme, on l'a dit, c'est vrai. Aujourd'hui, la notion de souveraineté semble... Je vais poser la question, président. Si, d'autres l'ont abordé, donc je vais réagir là-dessus. Je peux. Rapidement. Je peux, voilà. Allez-y, là, on est beaucoup. Ça va donner plus de parole. Je vous préviens. Je finis. La question de souveraineté, c'est vrai, ça touche beaucoup de jeunesse africaine et ivoirienne. Mais c'est quoi souveraineté là, mais ça veut dire quoi? Il ne faudrait pas qu'on profite aussi pour mentir aux gens, hein, ou bien pour les tromper. C'est quoi la souveraineté exactement? Parce que depuis près de 20 ans, une vingtaine d'années, on dit aux jeunes Africains, on est souverain. Mais c'est quoi la souveraineté? Il faut qu'on arrive véritablement à théoriser cette notion et poser la question de sa praticité. Et deuxièmement, que ce soit, non, je finis ce truc, que ce soit annoncé depuis l'extérieur, ça pose la question de On dit qu'il prépare depuis la Russie. Oui, il prépare depuis la Russie. Bon, il prépare depuis la Russie. Ça, c'est la Russie, c'est là-bas qu'on te trouve tes électeurs. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Si je peux t'interrompre juste sur ça. En fait, je ne suis pas d'accord parce que, en fait, la souveraineté, c'est une souveraineté en rapport avec le fait que la Côte d'Ivoire soit capable de traiter avec la Russie, avec telle personne, avec Paris, avec l'Allemagne, etc., sans être accroché sur Si je ne chute pas la France, c'est plus ou moins ça. Mon intervention ne sera pas. Voilà, on peut être Monsieur, je veux dire, il faut qu'on enseigne. Bref, Insa. Monsieur Ibali, désolé. Si je ne chute pas, ce n'est pas bon. Chuter. Allez-y. Chuter. Et comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, donnons à M. Awa Domelo le temps d'aller rencontrer les Ivoiriens. Que déjà, d'espérer ou bien d'avoir des logiques qui euthanasistes sur ses ambitions. N'importe quoi. C'est fini ici là.
Vous deux là, c'est bon. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont nombreux comme ça à avoir rencontré les Ivoiriens et puis ils ont même participé à des élections et le résultat était nul. On a eu le cas du MGC, parce qu'on peut aussi, d'autres peuvent dire aussi que le MGC aussi sort d'une frustration, de création. On a eu M. Awa Dombelo qui était sur le terrain et qui nous avait même promis des machines dans les bureaux de vote, on ne les a pas vus, mais on a vu le résultat. En fait, moi je pense qu'il faut être véritablement concret. Moi j'ai entendu M. Kakou dire qu'on aurait fait des économies en termes de détenus si le PPACI, en fait, d'accord, avait choisi un candidat. Et c'est ce que Awa Dombelo a vu. Moi, quand j'entends ce genre de choses, je suis franchement frustré et je ne comprends pas la réaction de maître pour un avocat qui dit ça. Bon. C'est la ligue du vote. Non. Non, attendez, une seconde. Non, il s'expliquera et puis j'aurai effectivement le temps de lui répondre. Alors, moi je dis pour un avocat parce que maître, en fait, il est plus poussé que moi, il connaît le droit, il sait ce que c'est que le droit. Même si nous sommes dans une forme d'injustice, le droit, on doit toujours parler de ce droit-là. Ça ne fait pas de pragmatisme. Parce qu'il y a certains ici qui disent que, en Côte d'Ivoire, là, votre affaire de droit, mettez ça de côté, allez demander pardon. C'est vrai. Et moi, je suis désolé, franchement. Mais j'entends des gens qui disent, mais si tu ne demandes pas pardon, tu vas voir la famille de la personne, même la famille de la personne va t'en vouloir. Excusez-moi, je suis désolé. Et puis, si ces partis-là, qui n'ont pas participé aux différentes élections, ils l'ont fait, c'est pas par gaieté de cœur. Un parti politique, son objectif, c'est de prendre le pouvoir d'État. Mais dans une compétition, il y a des règles. À condition que vous me dites que les règles, là, d'accord, ne sont pas pratiquées en Côte d'Ivoire et vous-même, là, vous allez prendre l'engagement de dire ce que vous pensez de l'État de Côte d'Ivoire. On a eu M. Afin Guessan ici la semaine dernière. M. Afin Guessan aussi avait des ambitions, il pouvait se présenter. Quand on lui a posé des questions, on était tous enthousiastes ici avec des souris. Il a dit quoi? En fait, le but, c'est pas moi de me présenter. Il faut que la Côte d'Ivoire accède à des règles démocratiques. C'est ça le but, en fait. Et donc, quand ces gens-là ont décidé de se mettre ensemble, c'est pas parce qu'ils ne voulaient pas participer. Vous savez très bien ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Bon, je peux parler. C'est lui qui a fait Je peux parler. Il y a un truc très important. Mais je t'empêche pas de parler. Les gens qui ont participé là, ils avaient des doléances. On a eu M. Charles Bleu Goudé ici. Il a échangé des documents avec des gens. Il n'a pas voulu dire. On a eu Dr Saraka ici. Dr Saraka dit, mais les documents que vous avez échangés là, quelles étaient les conditions dedans? Quelle en est l'issue? Je ne peux pas dire. Pour nous, je peux dire ce qu'il en est, mais pour les autres, je ne peux pas dire. Alors, bon, comme c'est confidentiel, mais qu'est-ce qu'il en est? Mais la dissolution de la CEI, c'est le fait qu'Awa Dombelo se soit présenté, Simone Gbagbo se soit présenté, qu'ils ont dissous la CEI. Quand vous entendez Non, je pose une question. Quand vous entendez les gens du parti au pouvoir, ils disent quoi? L'opposition a réclamé la dissolution de cette CEI parce qu'il y avait une défiance. On ne dit pas de l'opposition qui a participé. Les gens ont participé parce que vous aviez eu confiance en cette phrase, je ne l'ai lu nulle part. Je peux vous donner le nom de plusieurs personnes, y compris monsieur Madou Koulibaly, porte-parole du gouvernement, face à la presse, à la tribune. Exactement. Il a dit, beaucoup de gens ont critiqué, y compris cette opposition. On dissout maintenant cette CEI. Cette même opposition se pose des questions en ce qui concerne, d'accord, la reprise de cette CEI par le ministère de l'Intérieur. Mais qui dit que l'opposition qui a participé aux élections n'a mais ça, c'est la chose. Mais merci. Ils ont participé. Ne dis pas de il y a un adage populaire, très cher Carline, il y a un adage populaire qui dit, excusez-moi, je salue la communauté musulmane. Vous savez qu'ils ne sont pas mangés, ils n'aiment pas le porc dans leurs habitudes alimentaires. Mais ils disent souvent, tu ne manges pas le porc, mais tu aimes la soupe du porc. Donc vous savez que cette CEI-là, elle ne fonctionne pas normalement et vous allez participer. Comme Laurent Gbagbo l'avait dit. Mais Laurent Gbagbo l'a dit. Laurent Gbagbo n'a pas participé parce qu'il n'a pas été retenu. Il aurait été retenu qu'il aurait participé à ces élections. C'est ça qu'elle a parole. Comme c'est Laurent Gbagbo, en qui malheureusement je ne prie pas, l'a dit, donc comme il a dit, je dois me plier comme un toutou. C'est juste une administration. A le mérite. Laurent Gbagbo quand même a le mérite. Laurent Gbagbo quand même. Oui, on va revenir. Laurent Gbagbo quand même a le mérite de l'avoir dit, mais en fin de compte, il n'a pas participé. Parce qu'il en a été empêché. Et son parti politique. Donc, M. Awa Dombelo en faisait partie, d'accord. M. Dombelo a fait partie, d'accord, de ces élections et il avait confiance en cette CEI. Les résultats, vous allez me dire aujourd'hui, les résultats ne reflètent pas la réalité de M. Dombelo. Je chute sur quelque chose de très important. Vous savez qu'en France, il y a des partis, d'accord, il y a eu des partis aussi souverainistes. Est-ce que la France n'était pas souveraine?
Alors, il faut comprendre pourquoi des gens évoquaient, d'accord, des partis souverainistes. La souveraineté, ce n'est pas parce qu'on ne dit pas que la Côte d'Ivoire n'a pas sa liberté de décision, plus ou moins. Mais la souveraineté va au-delà de cela, ça dépend de la politique que l'on adopte. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a une politique très libérale, axée aujourd'hui sur une forme de mondialisation et de globalisation qui ne dit pas son nom. Mais quand on parle de politique d'accord souverainiste, il faut voir des choix qu'on opère, des choix stratégiques. Je vais vous donner quelques éléments. Par exemple, l'eau, des secteurs stratégiques, l'eau, le courant, d'accord, même la téléphonie et autres, on peut mettre en place, d'accord, des politiques, on peut même nationaliser ces secteurs en disant que nous sommes dans une politique souverainiste. Ça ne veut pas dire que la Côte d'Ivoire n'a pas sa souveraineté. Donc, je vais dire, en ce qui concerne M. Awa Dombello, le taureau n'est pas fertile malheureusement parce qu'en Côte d'Ivoire, ceux qui parlent, d'accord, de souveraineté ou qui se disent souverains, le plus souvent, ils finissent au pôle pénitentiaire d'Abidjan. Norbert. Merci, Carly. Je vais revenir à Wadon Melo. Un seul sujet aujourd'hui pour qu'on puisse être prolixe. Même que ce sujet n'allait pas être intéressant, mais je remercie maintenant le président Jean-Pierre Leroux. Tu as dégoupillé la grille. Ah oui, ça. Norbert. Alors, avant de revenir à Don Melo, quand même, un coup de chapeau à mon ami Atoum Blanc. Remarquable intervention, c'est mon point de vue. C'est incroyable. Il a tout balayé. Et puis. Merci, très cher. Ah non, là, chapeau, bravo. Mérite chez Mimo. Bah, ça me fait du maillot. Voilà. Est-ce qu'on peut... Deuxièmement. Table Blanc a dit ça ici à droite. C'est incroyable. Allez, Norbert. C'est pas. On n'est pas le RDR. Deuxièmement. Voilà. Petite, pardon à Maître Kakou, je me suis mal exprimé tout à l'heure. Je n'ai jamais dit que Don Melo n'avait pas eu ses parrainages. Je voulais dire que je continue aujourd'hui encore à m'interroger sur la manière dont Don Melo avait obtenu ses parrainages. Parenthèse fermée. Quant à Don Melo, bon, tout ce qui a été dit est bien dit par Atoum Blanc, je n'y reviens pas, j'y souscris totalement. Je voudrais rajouter un élément qu'on n'a pas encore évoqué depuis le début de cette histoire. C'est l'élément psychologique. Ça me paraît quand même très important. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que Don Melo n'était pas le seul à nourrir des ambitions pour la succession de Laurent Gbagbo. J'ai même dit que son chronogramme correspondait à un chronogramme de succession de Laurent Gbagbo. Et il n'est pas le seul au PPACI, hier au FPI. Il y a autour de Laurent Gbagbo des hommes de grande valeur, des hommes et des femmes de grande valeur, des hommes d'État qui peuvent légitimement aspirer à succéder à ce très grand homme. Bien, dont peut s'enorgueillir la Côte d'Ivoire. Alors après, comment fait-on pour succéder à un homme pareil? C'est là où je parle de psychologie, parce que ça n'est pas simple de succéder à un tel homme. Ça n'est pas simple du tout. Est-ce qu'il veut succéder à Laurent Gbagbo, Don Melo aujourd'hui? Est-ce que c'est son ambition? Moi, je pense que s'il s'est présenté en 2025, ça n'était évidemment pas pour être président de la République en 2025. C'est la raison pour laquelle je l'avais qualifié sur un autre plateau de candidat à la défaite. C'était pour prendre date, pour ensuite, lorsque Dieu aurait fait son office, car il va le faire pour nous tous ici, il soit en pole position. C'est par rapport aux autres qui se sont tus et qui sont restés dans l'ombre du grand homme. Je pense que c'était un peu ce calcul-là qui l'animait. Et donc, c'était quand même... C'était condamnable à mes yeux, bon après chacun a son point de vue, de miser comme ça sur la mort. Et il n'était pas le seul. J'en avais dit tout autant. Sur la mort du président. J'en avais dit tout autant. Je ne voudrais pas m'étendre davantage. Nous sommes sur la succession. La succession par ordre naturel. Il y a des gens qui misent sur la mort d'Alassane. Laissez Norbert terminer. Mais c'est intéressant ça. Alors, il y a. Mais bon, j'avais eu le même différend, et il le sait, avec Pascal Affi-N'Guessan en 2014. Donc il y avait des gens qui calculaient, qui auraient bien aimé que Laurent Gbagbo finissât sa vie dans une geôle à la Cour pénale internationale. Bon, ces calculs-là, c'est un peu choquant, mais c'est la vie et c'est pas complètement aberrant. Moi, j'ai simplement... J'ai toujours dit, s'il te plaît... Là, tu vas arrêter avec ça.
arrêter avec ça. C'est vrai, non, Parce qu'il y a des téléspectateurs et des internautes qui vont te croire. Donc je tiens à leur dire que ce n'est absolument pas le cas et je souhaite le meilleur à cet homme parce que c'est un homme. Ok, les choses sont claires. Merci Bien. pour la clarification, c'est très important. Bien sûr. Merci beaucoup. Mais on parle politique. Ok. Président, On parle de oui. Non mais la vie qui est- n'y reviens pas. la vie qui est là. Épargnez-nous les commentaires, s'il vous plaît. Allez, terminez. Terminez, Norbert, terminez. Merci beaucoup. Si vous voulez C'était savoir- important. Mais bien sûr, si vous voulez, par exemple, je hais Jean-Paul Aureau, je déteste Jean-Paul Aureau, j'aborde Jean-Paul Aureau, mais je lui souhaite le meilleur pour sa vie et pour sa santé. Tous les internautes. Revenons à Norbert. Je pense que Norbert, il commence à prendre l'attitude de président. Il se côtoie trop. Terminé, Norbert. Non. Les ivocépiens. Qu'est-ce que j'entends par le facteur psychologique? C'est que le point de départ, c'est Gbagbo. Si quelqu'un dans l'entourage de Gbagbo vient me dire « oui, mais là, il y a un problème », je ne pourrais pas dire le contraire. Il y a un problème. Il y a un problème d'avoir un tel mentor. C'est incroyable. Prenons un exemple qu'on peut citer, dont on peut donner le nom, parce que, si j'ai bien compris, il a décidé définitivement de se retirer. C'est l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mamadou Coulibaly. Il faisait aussi partie de ce que j'appelle ces hommes qui étaient dans l'entourage de Gbagbo et qui pouvaient légitimement aspirer à devenir un jour calife à la place du calife. Eh bien, aujourd'hui, il jette l'éponge, il arrête. Et pourquoi? Parce que c'est compliqué, effectivement, d'arriver derrière Gbagbo. Mais dans l'histoire et ailleurs, on n'a pas vu ce genre de choses. Ne l'a-t-on pas vu en France avec De Gaulle? Rappelez-vous la manière dont les choses se sont passées lorsque De Gaulle était en fin de carrière, avant 1969 et avant sa mort en 71. C'est la même chose. C'est pas facile. Ok, ils n'ont pas eu de chance. Et Dombello fait partie de ces hommes-là. Ils n'ont pas eu de chance. Et Gbagbo attend légitimement, et je pense que sur le point de vue, il a tout à fait raison, il attend qu'un d'entre eux se dégage du lot par distance les autres. Ça n'a pas été le cas de Simone et Yves. Ça n'a pas été le cas, désolé mon cher, de Charles Blé Goudet. Ça ne sera pas le cas, me semble-t-il, de Awa Dombello. Vous avez des prophéties. Non, c'est très compliqué, mais c'est le facteur Qui a assumé sa psychologique. caméra en plus. C'est le facteur psychologique qui a beaucoup joué. Il y avait un droit de répondre de Jean-Yves Mbetkakou et après Mbetkakou prend la parole. Jean-Yves. Oui, tout à l'heure, Maître Kakou a parlé des prisonniers en parlant bien, en faisant rapport, en faisant un lien avec la candidature de Dombello. Moi, je pense que la fois dernière, on avait sur notre plateau l'ami fidèle de Jean-Paul Aureau, Charles Blé Goudet, qui a dit comme ça que une stratégie ne se vaut que par son résultat. Quand Awa Dombello a décidé de se porter candidat à cette élection-là, il n'a jamais dit que c'était pour éviter les morts, c'était pour éviter des prisonniers. C'est pas ce qu'il a dit. Voilà, il voulait éviter la politique de la chaise vide. Il n'a rien à voir avec les prisonniers qu'il y a eu. Donc, faire un lien avec les soi-disant prisonniers qu'il y a eu, avec la stratégie de Dombello en disant que oui, si on avait écouté Dombello, alors on n'en serait pas là. Moi, je dis que c'est faux. Et allant même plus loin, je pense que Vincent l'a dit tout à l'heure. Est-ce que Maître, en disant ça, c'est-à-dire que tu me fais comprendre aujourd'hui que les personnes qui ont été arrêtées là l'ont été dans les conditions, je veux dire, normales, c'est-à-dire que ce sont elles-mêmes qui ont décidé de braver en griffe l'autorité, ou bien est-ce que, je veux dire, les règles du droit ont été respectées quant à leur arrestation? Je ne crois pas, parce qu'on est tous sur le plateau aussi, on critique l'attitude, je veux dire, cavalière de ce gouvernement-là. Quant aux arrestations et quant à tout ce qui se fait au niveau de la justice. Donc aujourd'hui, on ne peut pas cautionner le fait que des gens aient été arrêtés dans ces conditions-là, ou du moins pour avoir simplement décidé de marcher. Pour moi, c'est pas acceptable. Comme on le dit, cautionner l'injustice, c'est trahir l'état de droit. Des gens ont décidé c'est-à-dire que de se lever pour ne pas trahir cet état de droit en marchant librement, sans rien. Mais on s'en va les arrêter, on les met en prison. Vous estimez que c'est parce que le PPAC avait adopté une stratégie qui n'était pas bonne. Donc on les a arrêtés. Donc ces gens, c'est le PPAC. C'est comme si aujourd'hui,
moi, je ne fais pas la différence entre vous et puis ceux qui disent, par exemple, qu'il y a une fille, une fille qui se fait violer, et puis on dit, non, mais tu avais porté quel habit? Ou bien tu étais en mini-jupe, ou bien pourquoi tu es passé à minuit à 7 heures, et pourquoi tu es passé à 7 heures là, à cet endroit-là? Non, il faut plutôt regarder du côté du violeur. On arrête des gens qui marchent librement. Vous dites que non, c'est la stratégie adoptée par ceux qui ont dit, les gars, sortez, on va marcher. Mais regardez plutôt ceux qui les ont arrêtés, mais injustement là. C'est eux, on doit regarder. Donc, en parlant de stratégie, en disant que si on avait écouté Awa Dombello, on n'aurait pas eu ces prisonniers. Moi, je pense que c'est quand même c'est pas aborder le véritable problème. On vous montre la lune, ne regardez pas le doigt. Le véritable problème, on le sait tous. Donc, ne mettons pas ça sur la stratégie de Dombello. Et puis, Dombello lui-même, vous dites que Dombello est-ce qu'il peut rassembler la gauche? Non, c'est pas possible. À ces élections-là, Dombello a été retenu, Simon Gbagbo a été retenu. Charles Blé Goudé lui-même, il a dit, il optait pour une candidature commune. Il a tout fait. Les deux là, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas ils n'ont pas accepté, ils sont tous de gauche, ils n'ont pas accepté de se réunir. Et c'est celui-là qui va venir réunir. Non, faudrait pas qu'on se mente. Comme je le disais, je vais encore le répéter. Dombello, on ne peut pas je vais dire nier le fait qu'il soit brillant. Dombello, il est brillant. Ça seulement, on le lui reconnaît. Mais le seul problème de Dombello, moi je pense que c'est l'humilité. À un moment donné, quand tu es dans un parti politique et que tu estimes être le plus brillant, c'est ce genre de truc qui arrive. Tu es dans un parti, tu es dans un groupe, la majorité a décidé. Toi tu dis non, ce que toi tu penses là, c'est ça qui est la bonne solution, c'est ça qui est la stratégie. Et si on n'adopte pas ça, toi tu t'en vas. À un moment donné, moi je dis que ça ce sont des caprices. Quand tu es dans un groupe, il faut accepter le choix de la majorité. C'est tout. Donc aujourd'hui, là, si Dombello vient créer son mouvement, comme je le disais encore, je vais encore me le répéter, si il n'a pas la majorité, même le président Laurent Gbagbo, pour revenir sur le président Laurent Gbagbo, il a plusieurs fois été mis en minorité. Quand Laurent Gbagbo, lors de son discours, dit on ne va plus jamais faire la politique de la chaise vide. Et puis derrière, il dit, bon, finalement, le parti décide de ne pas aller aux élections. On dit non, Gbagbo a dit, il va plus faire la politique de la chaise vide. Pourtant, son parti politique n'est pas allé aux élections. Mais le président Laurent Gbagbo a sa volonté. Lui, là, il a sa volonté, il a sa vision. Il dit qu'on ne peut jamais faire la politique de la chaise vide. Mais au-delà de lui, là, il y a le parti, il y a les instances du parti. S'il a été mis en minorité, c'est normal qu'il n'aille pas à ces élections-là. Donc, quand Dombello, pour faire un rapport avec Dombello, Laurent Gbagbo, lui, il accepte. Laurent Gbagbo est brillant, mais il est humble. C'est ça qui militaire qui fait qu'aujourd'hui, là, tous les sympathisants du PPAC, pour ne pas dire la gauche, dans sa majorité, a adopté le président Laurent Gbagbo. Mais quand tu es brillant, là, il faut avoir cette humilité, il faut être humble. Si tu es brillant que tu n'es pas humble, là, tu n'auras jamais, c'est-à-dire que tu ne seras jamais cet homme-là qui va incarner une majorité au sein de la gauche. Et le véritable problème de Dombello, pour revenir à ça, c'est ce manque d'humilité. C'est que le jour encore dans son parti politique, les gens vont le mettre en minorité, ben, ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est qu'il ne va pas accepter. Voilà, donc pour moi, pour couper sur ce truc-là, oui, effectivement, Dombello ne pourra pas incarner, ne pourra pas réunir une personne gauche. Je vais encore le dire, c'est un caprice de Dombello. Pour moi, ça va faire, comme Norbert M le dit, ça va faire pitch. Maître Kakou, on vous a élevé. Absolument, j'ai été indexé. On m'a sorti la théorie du violeur et de la mini-jupe. Je vais effectivement essayer de répondre précisément pour être un peu plus clair. D'abord sur cette stratégie du boycott, avant de venir sur les autres points. Monsieur Laurent Gbagbo, depuis 2020, avait une situation pénale qui le rendait inéligible en 2025. On n'a pas besoin d'être le meilleur avocat du monde pour le savoir. On n'a qu'à lire les textes. Monsieur Tidiane Thiam, après la décision du tribunal d'Abidjan d'avril 2025 qu'il évince de la liste électorale, on n'a pas besoin d'être le meilleur avocat du monde pour le savoir, il sera inéligible. Et donc dans ces deux cas, la sanction, c'est qu'ils ne seront pas candidats. On a discuté à l'époque avec des visions radicalement opposées sur ce plateau, des stratégies. Il y a eu la Ligue du vote, il y a eu la Ligue du boycott. Moi, j'ai estimé évidemment que ce boycott-là serait improductif. Et je n'ai jamais dit sur ce plateau que le vote permettrait, en tout cas à Awa Dombello et à Simone et Yves Gbagbo, de remporter des élections sans le soutien des autres partis qui n'avaient plus de candidats. Avec leur soutien, ça aurait été différent, c'est mon analyse. Sans leur soutien, il est évident
que le résultat du scrutin était couru d'avance. Ce qui a aussi été dit sur ce plateau par moi-même, c'est que en Côte d'Ivoire, l'état des libertés individuelles, l'état de droit n'existe pas. Je l'ai dit, je l'assume et je le redis encore aujourd'hui, parce que Jean-Yves ne feint pas de l'oublier, je le dis souvent, très souvent même. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on sait le régime répressif qui existe. On sait la propension à condamner toutes les voix contraires, toutes les voix dissonantes. Et donc, vous pouvez refaire les émissions du mois d'août 2025. Est-ce que c'est une surprise aujourd'hui, a posteriori, qu'il y ait 2000 personnes emprisonnées? Non. Il y a deux catégories de personnes emprisonnées en Côte d'Ivoire. Là encore, je l'ai dit, il y a ces personnes qui sont emprisonnées de manière arbitraire, car soupçonnées d'avoir participé à des attroupements alors même que ces personnes-là n'y ont pas participé. Et il y a quelque chose qu'on ne peut pas passer sous silence. Il y a des déclarations du procureur de la République qui a dit clairement qu'il y a eu une tentative d'incendie, notamment de l'usine Foxtrot. Ce sont des éléments qui font l'objet d'une procédure. Vous croyez ou vous ne m'y croyez pas, ce sont des éléments aujourd'hui matériels. Est-ce que moi, je vais, sur la base de rien, entre guillemets, me dire finalement, les 2000 ou 3000 personnes qui sont aujourd'hui détenues dans les geôles du pouvoir d'Abidjan n'ont ni de près ou de loin été mêlées à un projet insurrectionnel? Je ne sais pas. Et je ne peux que parler sur ce point avec prudence. Mais je dis, je le maintiens, il y a évidemment des détentions arbitraires. Donc l'un n'empêche pas l'autre finalement. Cette position de dire qu'il y a des détentions arbitraires ne m'empêche pas de m'interroger sur les intentions de certains qui sont aujourd'hui détenus et qui ont dû reconnaître. On pourrait discuter effectivement de la recevabilité de leurs déclarations, de leurs aveux. Bah oui. On pourrait en discuter, mais en tout cas, il y a quelque chose sur lequel on ne peut pas faire l'économie. On ne peut pas aujourd'hui faire comme si c'est totalement abstrait et que c'est 2000 personnes qui marchaient et qui contestaient dans les rues qui ont été interpellées. Vous voyez, ça, il faut équilibrer nos informations sur la base de ce qu'on sait. Il ne faut pas se laisser guider par un rejet du pouvoir d'Abidjan qui absoudrait évidemment de toute objectivité. Moi, je ne partage jamais des lectures subjectives. Il faut qu'on reste adossé aux faits. Il y a des faits, chacun fait ce qu'il en veut. Ensuite, donc, Jean-Yves me dit, donc s'il y a 2000 personnes en prison, regarde uniquement le soleil ou regarde la lune, parce que sinon, ça reviendrait à dire que tu es de ceux-là qui rejoignent les individus qui disent en fait pourquoi vous avez mis une mine. Jean-Yves, ça s'appelle la victimologie, c'est une science. Et cette science-là, encore aujourd'hui dans les juridictions, elle est appliquée. Je te le dis, elle est encore appliquée dans les juridictions. Ça ne veut pas dire, et je fais une analogie toute simple, toi, tu es propriétaire d'un véhicule, tu laisses les clés de ton véhicule. Dans le véhicule, tu te fais voler le véhicule, tu n'es pas indemnisé par ton assurance. C'est ça. En fait, non. Comment ? Ça n'a rien à voir avec les... Oui, mais laissez-moi finir, parce qu'on ne va pas se comprendre sinon. C'est pour te dire que même aujourd'hui, dans les juridictions, cette lecture dans laquelle on va retenir que la responsabilité de la victime a concouru à son malheur, elle existe. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est une science, la victimologie, qui l'a créée. Et aujourd'hui, en 2026, c'est encore appliqué. Donc, venir dire, alors que vous êtes conscient, vous-même, vous le dites tous les jours sur les plateaux, au même titre que moi, on a un régime d'Abidjan qui est ultra punitif et répressif, et venir dire derrière que c'est une surprise pour vous que ces gens-là soient en prison? Non. Et parce que tout le monde était conscient qu'il y aurait des vies menacées, des libertés menacées, il lui était judicieux d'adopter une autre posture, tout simplement. C'est ce que je dis, c'est mon propos. C'est mon propos. Est-ce que vous êtes surpris aujourd'hui d'avoir 2000 personnes en prison? Dis donc, ça craint. Bon, écoute, aujourd'hui, je ne sais pas quel était ton... À l'époque, tu étais sûr de ton fait. Tu étais sans doute certain de ceux-là qui pensaient que le régime d'Abidjan allait sauter par la force de la rue ou par la force des armes. Aujourd'hui, a posteriori, je t'informe qu'il y a 2000 personnes en liberté qui y sont appelés par des partis politiques qui n'ont pas eu la lucidité de faire des choix évitables. Parce que jusqu'à la veille de ce scrutin, il se trouvait des partis politiques qui avaient des avocats qui leur disaient « Vous serez candidat, l'article 55 vous permet d'être candidat », alors que tout avocat qu'ils sont, ils savaient que c'était des mensonges. Donc de quoi parle-t-on? Ils avaient des avocats, ils avaient des conseillers, comme vous. Qui leur assurait qu'ils pouvaient participer à ces élections. Il faut participer aux élections. C'est un développement. Non. De toute façon, vous avez tous échoué ici, mais je tiens à dire quelque chose. Oui, mais je préfère avoir échoué et ne pas avoir aujourd'hui sur ma conscience la mort de ces individus-là. Mais qui doit avoir la mort de ces individus-là sur la conscience? Ceux qui en portent la responsabilité morale.
Ceux qui en portent la responsabilité morale, c'est tout. Ceux qui ne réussissent pas à doter la Côte d'Ivoire d'un contexte électoral serein, ils en portent la responsabilité morale. Bah, et je ne peux pas les absoudre. Donc c'est le gouvernement, c'est eux. Donc on va pas se celui à 14h, maître. Si ça vous plaît de tirer que sur le gouvernement, moi je dis qu'il y en a qui portent la responsabilité morale de cette tragédie. C'est juste un point de vue. Il est peut-être pas vrai. C'est un point de vue particulièrement pas vrai. Mais ce que moi, je veux dire, c'est que. Ok, président. Déjà, absolument. Je ne suis. Président, J'ai donné l'exemple. aujourd'hui, qui ont mis en place une initiative pour aller négocier avec les autorités qui ne le reconnaissent pas. C'est ceux-là qui ont réussi. Mais tu Président, arrête cette histoire, président. Arrête ça là. C'est la même chose là. Vous ne reconnaissez pas. Je vais mettre ça à l'émission. En réalité, vous ne reconnaissez pas une autorité et vous voulez que cette autorité. Ce que tu dis, ça n'a aucun lien, président. Absolument pas. Excusez-moi du terme, mais ça n'a aucun. Il n'y a aucune logique dans ce qu'il raconte, en réalité. Regardez, c'est pas. Non, mais. Non, Carly, on peut faire le débat. On peut faire le débat. Si tu veux, mais c'est que les gens ne parlent pas. Monsieur Lancinegbo lui-même, il était de ceux-là qui appelaient effectivement à cette forme d'insurrection. Le fait que... Il a eu le courage de s'excuser. De partir aux élections. Et je ne peux pas dire par derrière que oui, voilà, on aurait pu éviter en fait que les gens soient... C'était pas lisible. Attendez. Je suis étonné, parce que je m'attendais ça de toi. En tout cas, moi je ne suis pas de ceux qui pensent comme tout le monde. Moi je ne suis pas opposant, monsieur Lancinegbo. Contrairement à vous, je ne suis pas opposant. Mais quand vous êtes dans une logique d'opposant, moi je suis dans une logique d'objectivité de la situation tout simplement. Donc on ne peut pas avoir le même langage. Qui le respecte. Mais on n'est pas d'accord avec le fait que son parti ait décidé. Non, je ne peux pas laisser les autres parler quand vous monopolisez la parole. Non, allez-y. Non, mais terminez rapidement. On n'est pas d'accord avec le fait qu'il ne respecte pas les directives de son parti. Le fait qu'il ait décidé d'aller aux élections, ça n'engage que lui, mais ça n'engage en rien l'incarcération, ça ne justifie pas la non-incarcération, l'incarcération de ceux qui ont été arrêtés. Nous avons tous été, avec nos différents partis politiques, unanimes sur un fait. On ne peut pas participer à une élection lorsque la base est truquée. Aujourd'hui, nous essayons de légitimer plus ou moins le fait qu'Awa Dombelo ait décidé donc de participer aux élections par le fait qu'il soit un homme de conviction et pas un homme de parti. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes d'accord avec ce qu'il a fait. Bon, mais il n'a pas besoin de d'accord aussi pour faire. Mais il est très important qu'on revienne là-dessus pour que chacun puisse comprendre que le fait de ne... Aujourd'hui, là, ceux-là même qui sont aujourd'hui incarcérés, Awa Dombelo, le fait qu'il ait participé aux élections, est-ce que ça peut l'aider à aller les libérer aujourd'hui? Absolument pas. Si peut-être tout le monde était à l'unisson, unanime sur le fait qu'on ne participe pas aux élections, on n'aurait même pas eu ce qu'il y a eu parce que eux, ils sont venus légitimer, Awa Dombelo et les autres sont venus légitimer en fait ce 4e mandat illégal. Et aujourd'hui, Coty en étant assis dans vos salons, d'accord. Et puis les maisons des gens, vous boycottez à ce moment, vous restez chez vous, vous n'envoyez pas des gens dans la rue. Non, je ne donne pas mes théories. Ils n'ont pas envoyé les gens dans la rue. Ah, vous n'avez pas envoyé des gens dans la rue? Ils ont pris la responsabilité. Ah, les gens ont pris leur responsabilité. D'accord, ok. Waouh. Ah, c'est compliqué, on ne fera plus de débat à 6. C'est compliqué. Ouais. Parce que là, on est sorti quasiment du thème. On parle de Dombelo, on me renvoie encore au front commun. Ouais. Faut pas dire des pas terminer, non, pas normal. Oui, il faut revenir effectivement, Carly, à Dombelo. Et pardon, mais je voudrais terminer sur être un peu plus explicite sur l'angle que j'ai ouvert et que je propose au débat, qui est l'angle psychologique. J'ai parlé de la succession de Laurent Gbagbo, qui est compliqué. J'ai donné l'exemple de Mamadou Koulibaly. On a bien vu que cet homme de valeur, il a fini par jeter l'éponge parce que c'est pas facile de succéder à Gbagbo, je le reconnais. Et donc la question concernant Dombelo, c'est celle de savoir sur le plan psychologique si Dombelo a le caractère trempé de Laurent Gbagbo. En clair, est-ce que c'est un leader ou est-ce que c'est un exécutant? Et moi, c'est le référentiel Gbagbo en termes de leadership en Côte d'Ivoire. Moi, je crois que c'est pas seulement en Côte d'Ivoire que la question se pose, c'est une question qui est générale. Pour être chef, il faut en avoir les capacités. Et je dis ça avec toute l'amitié que j'ai eue pour lui
pendant tant d'années, puisque... non, parce que... C'est pas l'objet. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que c'est un leader comme l'est Laurent Gbagbo? Parce que Laurent Gbagbo, c'est un sacré leader. Parce qu'aux élections de 1990, on lui a dit « tu vas avoir 18%», mais moi je n'y crois pas du tout. Je fais partie même de ceux qui pensent qu'il avait gagné l'élection présidentielle. Oui, je pense, mais bon, je peux me tromper, j'étais pas là. En tout cas, il avait plus que 18 qu'on lui a donné. Cet homme-là, c'est incontestablement un leader. Question, est-ce que Domelo est un homme de cette trempe ou pas? Et j'ajoute, et je m'arrête, poser cette question, n'est-ce pas y répondre? Moi, je pense qu'on a dit la même chose. C'est ce que je disais, il dit laissons Domelo le temps, donnons-lui le temps d'aller à la rencontre. Peut-être. Merci beaucoup. L'avenir politique d'Awa Domelo dépendra largement de sa capacité à convaincre au-delà de son cercle traditionnel de soutien et à construire une identité politique propre. Les prochains mois seront déterminants pour savoir s'il peut devenir un acteur incontournable de la vie politique ivoirienne ou s'il restera associé à l'héritage de Laurent Gbagbo. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, à liker cette vidéo et à vous abonner pour suivre toute l'actualité politique africaine. Merci de votre fidélité et à très bientôt.